Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le temps de retrouver l'économiste le plus travaillant du Canada, Éric Lasselle. Éric, nous avons beaucoup de nouveaux auditeurs à notre émission et l'un d'eux, Richard George, et ses collègues me disaient: vous présentez Éric comme l'économiste qui travaille le plus fort au Canada, et c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il fait au juste dans la vie? Eh bien, il est l'économiste en chef de RBC Gestion mondiale d'actifs, et si nous l'appelons l'économiste le plus travaillant du Canada, c'est parce que je n'ai jamais vu quelqu'un produire autant de contenu. Éric, votre macro-mémo est-il accessible au grand public? Oui, il est. Vous allez le trouver sur le site rbcgam.com sous l'onglet Perspective. Vous y trouverez aussi toutes sortes d'excellentes recherches, pas seulement par moi, mais par les membres de l'équipe d'investissement et mon équipe. Mais oui, tout est là. Tout le monde peut y accéder. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, sachez que nous l'accueillons ici toutes les 2 semaines, ce qui est super, dans une séance audio de 15 à 20 minutes. Mais ce contenu, le macro-mémo de la semaine dernière, par exemple, si vous êtes préoccupé par les droits de douane, si vous vous demandez comment les droits de douane ont un impact sur l'économie en général, je pense que son macro-mémo de la semaine dernière, il a été publié le 7 avril, je crois, et c'est votre passage obligé si vous voulez comprendre tout cela, écrit de manière magistrale. Et ce que vous devez aussi savoir, si vous êtes un nouvel auditeur, c'est que j'aime beaucoup Éric. Alors, c'est vrai, je ne cesse de le louanger, peut-être même de le surestimer, mais il est modeste. Alors, c'est facile de faire ça avec lui. Alors, Éric, après ce long préambule, merci d'être là. Oui, si vous aimez les articles de 7000 mots, ce rapport est pour vous. Je précise qu'il y a une table des matières, alors vous pouvez vous rendre au sujet qui vous intéresse. Ces macro-mémos couvrent beaucoup de sujets, mais bon, merci pour ces mots gentils. Nous ne parlons jamais de vous, mais vous êtes vous-même un travailleur acharné. Vous voyagez tout le temps, constamment sur la route. Oui, bon, voilà assez de grandes marques d'amour. Au fait, comment aimez-vous l'économie en ce moment? Depuis la dernière fois, nous avons eu les rapports sur l'emploi des États-Unis, du Canada. Nous avons eu les rapports sur l'inflation aux États-Unis, au Canada et dans d'autres parties du monde. Nous avons connu tous ces rebondissements avec les tarifs douaniers. Je ne sais pas par où commencer. Comment tout cela vous amène à penser à ce que sera le reste de l'année du point de vue de la croissance? Eh bien, pour résumer en quelques mots, cela aura peut-être plus de résonance pour les téléspectateurs et les auditeurs canadiens. La Banque du Canada vient de prendre une décision. Ce n'est pas une fin en soi, mais disons qu'elle a décidé de se concentrer sur l'analyse de scénarios. Normalement, les banques centrales établissent des prévisions de toutes sortes. Cette fois, elle a mis ça de côté. Il y a tellement de façons dont les choses pourraient évoluer, basées sur des décisions politiques et très difficiles à prédire. Elle a donc pris du recul par rapport à cela. Ce n'est pas déraisonnable de penser que cela témoigne des niveaux d'incertitude encore assez élevés. Comme vous l'avez dit, il y a donc plusieurs angles, en commençant par les tarifs. Je pense que tout le monde le sait, depuis notre dernière conversation, les tarifs réciproques les plus importants ont été partiellement annulés. J'insiste sur le mot partiellement, car il y a encore des droits de douane de 10% sur plus de 100 pays. Bien sûr, les droits de douane sur la Chine ont augmenté et il y a encore des droits de douane sectoriels. Et il semble qu'il y ait des menaces assez imminentes de droits de douane sur les puces, les produits pharmaceutiques et peut-être le secteur forestier qui viendraient s'ajouter aux droits de douane sur l'acier, l'aluminium, l'automobile. Le monde reste donc marqué par les droits de douane, même si la situation est un peu meilleure qu'auparavant. Parmi les choses que nous avons apprises, oui, il y a bien une limite à la négligence de la Maison-Blanche pour la faiblesse de l'économie et du marché. Nous avions craint à un moment donné que la situation ne déraille complètement et qu'il n'y ait pas d'accord sur la manière dont l'économie absorbe ces chocs. Il semble donc qu'il y a une certaine sympathie à l'égard de l'économie et qu'il y a une certaine limite à l'ampleur des chocs. Cela s'est vu à quelques occasions et nous entendons des rumeurs sur les droits de douane sur l'automobile qui pourraient être un peu allégés. Bien sûr, la Chine a bénéficié d'exemptions pour des produits électroniques de diverses natures. On a débuté par l'application de tarifs douaniers maximaux à outrance, puis la réalité s'est imposée et nous assistons à un certain recul et des ajustements en ce sens.
D'habitude, c'est l'inverse qui se produit. En général, on procède plus lentement et on applique des droits de douane qui épargnent certains secteurs de l'économie. Il n'est pas souhaitable de faire mal à tout le monde en même temps, mais il semble que l'on se dirige vers une situation qui reste, je dirais, économiquement problématique et qui témoigne d'une faiblesse économique, mais un peu moins, je pense, que les craintes qui ont été atteints leur paroxysme il y a quelques semaines. Nous nous attendons toujours à une croissance économique assez modeste cette année, si nous parlons des États-Unis, du Canada et d'un certain nombre de marchés, mais il n'est pas évident, au vu de la situation actuelle, qu'il s'agisse d'une récession. C'est peut-être là le préambule tarifaire, je serais heureux d'en dire plus, mais cela pourrait être que le point de départ. Ensuite, les données économiques. Nous sommes dans un monde où nous traitons encore principalement des données antérieures à l'application significative des tarifs douaniers, si l'on peut dire, qui sont apparus en grande partie au début du mois d'avril, bien que certains de ces tarifs sectoriels ont été appliqués en mars. Ces données sont donc pertinentes. D'un point de vue américain, je dirais que les données relatives à l'activité se maintiennent pour l'essentiel. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les données d'enquête, les données sur le sentiment, la confiance, les attentes sont assez prudentes. Il y a donc un réel mouvement. La question est de savoir dans quelle mesure cela se traduit par une prise de décision réelle. Et je dirais que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Nous avons donc eu les chiffres de l'emploi pour le mois de mars qui ont dépassé le consensus de 228 000 emplois. On peut questionner les chiffres, il y a eu quelques révisions pour les mois précédents, mais la création d'emplois s'est maintenue et nous pouvons voir que les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocation chômage restent assez stables. Il ne semble donc pas y avoir eu de changement radical dans le comportement des entreprises, même si le gouvernement a procédé à des coupes Dodge. L'économie se maintient bien. Nous venons de recevoir les chiffres des ventes au détail pour les États-Unis en mars et elles sont fortes. Et il s'agit du mois le plus important depuis 2 ans. Il y a donc beaucoup de force dans ce secteur. Soyons conscients qu'il y a probablement eu un mouvement important sur le coût et que cela ne va pas nécessairement durer. Les gens se sont rués pour acheter un iPhone avant l'entrée en vigueur du tarif de 145 %. Il semble au final que ces iPhones ne seront pas soumis à ces tarifs à court terme. Néanmoins, les données se sont maintenues, mais avec les mises en garde que certains de ces chiffres commerciaux paraissent étonnants, parce que tout le monde a fait de l'anticipation. Certains chiffres de la consommation aux États-Unis semblent assez bons pour cette raison. Nous allons en apprendre beaucoup plus. L'une des choses que nous avons essayé de faire, c'est de raviver certaines des données en temps réel que nous avions l'habitude d'examiner durant la pandémie. Les données sont fluctuantes, elles ne permettent pas vraiment de savoir si l'économie progresse à un rythme normal. En fait, elles mentent probablement plus qu'elles ne disent la vérité. Mais lorsque vous avez ces questions ouvertes sur ces changements importants dans la dynamique économique, elles peuvent potentiellement nous dire quelque chose. Nous les avons donc ravivées. Et vous pouvez certainement constater une réelle faiblesse aux États-Unis dans les voyages, les tarifs aériens, les voyages en avion. Cela reflète probablement le boycott des États-Unis par le reste du monde, une certaine prudence aux États-Unis aussi également. Il s'agit d'une source de faiblesse réelle. En revanche, si l'on regarde les indices économiques hebdomadaires, celui de la Fed de Dallas par exemple, on constate qu'ils se maintiennent pour l'instant. Nous nous attendons encore à une certaine faiblesse plus tard, mais je ne dirais pas que nous sommes tombés dans le précipice ces 2 dernières semaines. Il y a donc tout ce contexte et ce sont les données concrètes. Cependant, comme vous l'avez dit, les données non chiffrées racontent une autre histoire. Je m'interroge sur votre point de vue quant au caractère inquiétant de cette situation. Si l'on considère l'incertitude des entreprises, si l'on parle aux chefs d'entreprise ou si on examine un graphique de leur incertitude, on constate qu'elle n'a jamais atteint un tel niveau. Il faut remonter au crash boursier de 87 à la crise financière mondiale. Le niveau d'incertitude des entreprises n'a jamais été aussi élevé. La confiance des consommateurs est tombée à son plus bas niveau depuis 42 ans, ce qui nous plonge dans une période difficile en ce qui concerne l'inflation. Les attentes en matière d'inflation augmentent fortement. Comme nous le savons, et nous en avons beaucoup parlé ces dernières années, lorsque l'inflation était le principal sujet de discussion au lieu des tarifs douaniers, nous avons dit que les attentes en matière d'inflation étaient l'indicateur principal. Le fait qu'elles aient baissé et qu'elles rebondissent maintenant est un problème. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai rencontré des agents immobiliers dernièrement et ils m'ont dit que leur activité s'était tarie au Canada, alors que nous abordons le marché du printemps. Ce sont là des éléments qui commencent à nous faire penser que si nous ne parvenons pas à régler la question des droits de douane, nous risquons de nous retrouver dans une situation assez difficile.
Oui, c'est un bon point. Je maintiens tout ce que j'ai dit, mais comme vous l'avez dit, nous sommes maintenant tournés vers l'avenir et nous nous attendons certainement à ce que l'économie subisse des dommages. Je ne suis pas convaincu qu'ils seront aussi graves que le suggèrent certains chiffres sur la confiance et le sentiment. Il faut garder à l'esprit que l'incertitude politique joue un rôle important et j'aimerais penser qu'à un moment donné, nous aurons une certaine clarté politique, même relative. Cela fait partie de l'histoire. N'oublions pas, bien sûr, que, du point de vue des Américains, l'incertitude politique est présente sur de nombreux fronts. Auront-ils droit ou non à des réductions d'impôts? Dans quelle mesure le gouvernement sera-t-il réduit? Les droits seront-ils maintenus? Que se passe-t-il à la frontière? La liste est longue. Le chaos politique qui règne actuellement est considérable. Je suppose que, quelle que soit la source, cela incite à la prudence. Les gens sont certainement moins enclins à dépenser, à prendre des risques ou de grandes décisions, et vraiment, ce n'est pas le moment pour les grandes entreprises du monde entier de prendre ces grandes décisions dans la mesure où elles ont besoin de clarté sur l'emplacement de la prochaine usine ou sur ce qui constitue un marché viable ou simplement sur le coût de leurs marchandises, de leurs intrants ou sur le prix de leurs produits. Je m'attends à un ralentissement de l'activité et oui, on peut s'attendre à ce que les dépenses de consommation soient beaucoup plus prudentes et à ce que les dépenses d'investissement et les embauches soient également un peu plus lentes. Bien sûr, l'économiste en moi pourrait s'adonner à faire le calcul de tous les éléments pour évaluer le PIB, la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, les exportations, les importations. Et personne ne s'attend à des feux d'artifice dans le secteur des exportations à l'avenir également. Il s'agit donc d'un taux de croissance considérablement réduit. Si je n'avais pas de modèle sous les yeux, j'aurais un peu peur. Mais j'ai des modèles qui essaient au moins d'informer sur les dommages économiques probables. Ainsi, pendant longtemps, vous vous souvenez peut-être que nous avions 5 scénarios différents qui s'appuyaient sur les propos tenus par Trump lors de sa campagne, à savoir des droits de douane de 60% sur la Chine et de 10% sur le reste du monde. Puis, après l'élection, c'était 25% sur le Canada, le Mexique, et je crois que c'était 10% d'une manière ou d'une autre sur la Chine. Il y a eu beaucoup de permutations, nous avons essayé de maintenir et de jongler avec ces différents scénarios, et nous avons dû sauter d'un scénario à l'autre. Mais pour être honnête, aucun n'a reflété avec précision ce qui se passe vraiment. Finalement, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas prétendre limiter les possibilités à quelques résultats différents et croire ainsi obtenir des résultats exacts. Voici un scoop pour vous, Dave, mais nous avons un nouveau tableau que nous sommes sur le point de dévoiler dans des présentations et des articles. Nous prenons les 6 ou 7 principaux pays, nous estimons les dommages économiques, l'effet de l'inflation et l'effet du chômage, si les droits de douane sont nuls, s'ils sont de 5, 10, 15, 20 ou 25%, jusqu'à 100%, faites votre choix. Cela nous permet de nous adapter plus facilement à l'évolution de la situation. Nous avons donc certainement des points de vue sur la question de savoir où les droits de douane sont susceptibles d'atterrir. Je dirais que pour les États-Unis, sans grande précision confiant, je dirais que le taux effectif moyen auquel ils aboutiront est peut-être de l'ordre de 15%. On s'attarde donc à ce chiffre. Pour le Canada et le Mexique, c'est un peu plus difficile à juger. Ils semblaient être les ennemis numéro 1 et 2. Ils sont maintenant les amis numéro 1 et 2 et ils sont exemptés de tarifs réciproques. Il est un peu difficile de faire la part des choses. Ça pourrait encore changer, en particulier lorsque les négociations de l'ACEUM commenceront, mais on pourrait dire qu'au Canada, les droits de douane effectifs vis-à-vis des États-Unis sont peut-être de 5 à 10% et qu'ils pourraient s'établir plus proches de 10%. Pour être clair, cela signifierait qu'un grand nombre de produits ne seraient pas soumis à ces droits de douane, mais que l'acier et l'aluminium le seraient toujours à hauteur de 25%. Les automobiles seraient soumises à des droits de 25%, d'autres produits également. Ainsi, lorsque nous examinons ces chiffres, nous voyons que les dommages économiques sont réels. Il se trouve que tant dans le contexte américain que le canadien, vous vous retrouvez à soustraire probablement un peu moins de 2% de la croissance économique au cours des 2 prochaines années. Il s'agit donc d'un véritable coup dur qui ne nous mènera peut-être pas à une récession. Si vous me demandez ce qu'il est pour le Canada il y a quelques semaines, lorsqu'il semblait que le Canada serait également frappé par des droits de douane, nous nous attendions à une récession profonde. Nous en sommes à revoir nos prévisions à la hausse pour le Canada. Si le pire des scénarios a été évité, mais les dégâts restent considérables. Il faut s'attendre à des taux de chômage supérieurs d'un bon point de pourcentage, ce qui est certainement important. On peut aussi s'attendre à des niveaux de prix supérieurs, et ce qui est tout aussi indésirable et peut donner lieu à des attentes d'inflation plus élevées, un marché obligataire inhabituel. Je ne me réjouis pas du tout de ce scénario, mais le marché boursier en a déjà largement tenu compte.
Oui, c'est vrai. Encore une fois, comme vous l'avez dit, l'analyse de scénario de la Banque du Canada, c'est un peu ce que vous faites habituellement. Normalement, vous avez une gamme plus restreinte de différents scénarios et maintenant vous élargissez simplement la gamme parce qu'il y a tellement d'incertitudes. Encore une fois, cela reflète l'environnement dans lequel nous nous trouvons qui est difficile pour tout le monde. Mais je reviens au premier échange que nous avions eu il y a quelques mois sur les tarifs douaniers. Nous avons beau aller de l'avant ou faire toutes sortes d'allers-retours, notre point de vue initial ne semble pas avoir réellement changé. La question de savoir s'il s'agit d'un simple stratagème de négociation ou d'une politique réelle que l'administration souhaite mettre en œuvre, j'imagine que chez vous, le week-end, lorsque vous recevez 9 de vos amis économistes les plus proches autour du barbecue, et il n'y en a aucun parmi eux qui aime les droits de douane ou qui pense même qu'ils sont une politique économique. Alors, quelle est votre position entre une politique ferme et une négociation réelle pour obtenir ce qu'ils cherchent? Je me trouve quelque part entre les deux, en ce sens qu'il s'agit certainement en partie de négociations et que les États-Unis ont une longue liste de griefs à l'égard d'autres pays et de concessions qu'ils aimeraient avoir faites. Je pense que par définition, ils devront abaisser certains de ces droits de douane au fil du temps pour les obtenir. Il s'agit peut-être d'un revirement récent dans la mesure où les droits de douane ont été abaissés pendant 90 jours pour un grand nombre de pays dans l'espoir de mener à bien ces négociations. Je ne m'attends donc pas à ce que les droits de douane maximaux persistent indéfiniment. La tolérance économique et la tolérance à la douleur du marché ne devraient pas s'éterniser, même si elles sont plus persistantes qu'on le croyait. À l'inverse, je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de fanfaronnade, car M. Trump tient beaucoup à ce que les recettes tarifaires contribuent à financer les réductions d'impôts. Il croit sincèrement que les entreprises américaines sont prioritaires et qu'il faut les protéger, cultiver certains secteurs et être moins dépendants du reste du monde. Et moi et mes 9 amis économistes, comme vous dites, peuvent argumenter jusqu'à l'épuisement que cet effort aura des conséquences économiques. Qui sait, peut-être parviendront-ils à attirer des emplois manufacturiers et d'autres types d'emplois aux États-Unis. Le taux de chômage y est déjà faible. Ils devront supprimer d'autres emplois. Il n'y a pas de moyen magique pour faire baisser le taux de chômage de plusieurs points de pourcentage sans provoquer une surchauffe et créer d'autres problèmes par la suite. Je ne suis pas sûr que cela soit la réponse. Mais la question n'est peut-être pas là. Si les États-Unis et la Maison-Blanche sont prêts à dire écoutez, c'est une priorité pour nous, il ne s'agit peut-être pas exclusivement de maximiser le PIB, il s'agit d'atteindre un mix sectoriel particulier, cela peut être une douleur, un prix qu'ils sont prêts à payer. Je suppose donc qu'à cet égard, nous passerons des droits de douane élevés à des droits de douane modérés, et comme je l'ai indirectement mentionné tout à l'heure, je pense que l'effet moyen des droits de douane américains se situera peut-être aux alentours de 15%. À l'heure actuelle, il est difficile de déterminer si les tarifs réciproques seront mis en place. Néanmoins, ce risque a été considérablement plus élevé pendant un temps. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle, mais il y a bien des tarifs sectoriels à venir. En fin de compte, le niveau des droits de douane serait conséquent sans être ni maximal ni minimal. Oui, c'est vrai. En tant que fan de Seinfeld, ça me rappelle quand ils arrivaient à la toute fin, tout en disant qu'ils avaient encore plus de 1000 jours de festivités à venir. L'expression des griefs se poursuit, mais nous avons parlé de vos amis économistes et de l'impact négatif des droits de douane. Sauf que je suppose qu'ils sont considérés comme un moyen, comme vous l'avez dit, de générer des revenus supplémentaires, peut-être de compenser certaines réductions d'impôts, et cela fait partie de leur régime politique en quelque sorte, ou bien de ramener des emplois manufacturiers aux États-Unis. Mais au final, de se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre solution que de les réduire. Mais selon votre science à vous, est-ce bien raisonnable? Pouvez-vous expliquer à l'aide de la théorie économique comment cela pourrait fonctionner? Comment ou combien de vos 9 amis autour du feu penseraient que c'est un bon moyen d'y parvenir?
C'est difficile à dire et encore une fois, il est clair qu'il y a un certain degré de scepticisme ou de sagesse en bonne et due forme. Et je pense qu'en fin de compte, la bonne interprétation est que si les États-Unis s'en tiennent à ce plan, ce sera une économie quelque peu diminuée. Peut-être avec un secteur manufacturier légèrement plus important, mais sur le net quelque peu diminué avec des revenus réels qui sont plus faibles parce que les prix seront plus élevés. Voilà la première conclusion. Lorsque nous examinons ce qu'il est advenu de tous ces emplois manufacturiers aux États-Unis, au Canada, et dans d'autres pays développés, nous nous rendons compte que certains de ces emplois ont été perdus, mais que d'autres n'ont pas été créés. Bien sûr, certains de ces emplois sont partis en Chine, sur d'autres marchés. Il est peut-être possible de récupérer une partie de ces emplois, mais le nerf de la guerre est l'automatisation. Le nombre de travailleurs nécessaires pour produire n'importe quel produit est bien inférieur à ce qu'il l'était auparavant. Ce génie est sorti de la bouteille et il n'y retournera pas. Le secteur manufacturier joue un rôle important au sein des économies. Il mérite probablement plus d'attention, au-delà de ce que sa part relativement faible du PIB pourrait laisser supposer. Mais en tant qu'économiste, l'indice manufacturier, qui ne reflète que 10% de ce qui se passe dans l'économie américaine, est l'un des meilleurs indicateurs économiques qui soit. Je pense donc qu'il est proche au cœur même de l'économie américaine. Mais de la même manière, si vous ramenez ces industries, vous ne ramènerez pas autant d'emplois. En effet, pour que le calcul fonctionne, si vous ramenez des industries, et nous en voyons quelques-unes, je m'attends à ce qu'il y ait un peu de délocalisation. Nous voyons de grandes entreprises s'engager dans cette voie. L'impulsion sera donnée pour automatiser encore plus et rendre ces usines plus productives. Il n'y aura malheureusement pas tant d'emplois supplémentaires que cela. D'autre part, le coût de certains de ces produits ne sera pas viable. Les gens ont essayé de calculer le coût d'un iPhone s'il était produit dans le pays, c'est-à-dire s'il était soumis à des droits de douane, et ce serait des milliers de dollars de plus. Ce n'est donc pas tout à fait viable. En outre, le différentiel de salaire est assez stupéfiant entre un salaire minimum aux États-Unis et les salaires versés sur ces autres marchés. Si la société décide qu'il vaut la peine de payer ces salaires pour ces produits, alors tant mieux, très bien, cette décision sera prise, mais cela changera beaucoup l'accessibilité des produits qui sont considérés comme essentiels à l'heure actuelle et qui sont au cœur de la vie quotidienne de tout un chacun. Oui, je résume tout ce que vous avez dit en disant qu'il est très difficile de faire pousser des bananes à Edmonton ou que ce serait très cher. Mais en fin de compte, l'objectif de tout cela, si je reviens au programme initial, c'est que vous allez avoir cette période étonnante de croissance économique. Une fois que vous aurez procédé à cette restructuration, quels sont les mécanismes qui vont vous permettre d'atteindre une période de croissance économique beaucoup plus élevée aux États-Unis? Une fois que les droits de douane auront produit leur effet, que vous aurez restructuré l'économie, que vous aurez joué avec la dette et la fiscalité, et ensuite, comme j'aime à le dire, est-ce que vous pourrez résoudre la quadrature du cercle en arrivant à une période où l'économie américaine commencera à croître sur une trajectoire de quoi 3 à 4 par rapport à ce qu'elle a été au cours des 20 dernières années? Ouais, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Je ne suis pas sûr que nous en soyons là. Je reviens à mes premiers principes économiques. La croissance économique provient fondamentalement de l'augmentation du nombre de travailleurs et de l'accroissement de la productivité. L'augmentation des travailleurs ne fait nullement partie de ce genre de politique. Au contraire, il y en a moins et nous n'avons pas encore vu l'impact complet d'une forte diminution de certains travailleurs moins qualifiés de l'économie américaine. Nous verrons comment cela se passe, mais ce n'est certainement pas une source d'accélération de la croissance. Et ensuite, l'aspect de la productivité, là encore, c'est toujours compliqué. Je suis sûr que j'ai oublié quelques éléments ici, mais en général, vous voulez développer les industries qui sont productives et dans lesquelles vous avez un avantage concurrentiel. Bien sûr, les tarifs commencent à déformer cela ou à l'effacer. En gros, faisons les choses pour lesquelles nous sommes par définition moins productifs. Nous ne sommes même pas assez productifs pour avoir une industrie de ce genre. Si l'accent est mis là-dessus, le risque est que la productivité augmente moins vite et non pas plus vite. Ce serait, je pense, ma principale préoccupation. On pourrait même penser que non seulement à court terme, mais peut-être à long terme, si ce pivot se produisait, la croissance de la productivité serait en fait un peu plus lente. La beauté des échanges commerciaux, c'est qu'en théorie, toutes les parties en profitent, tout le monde finit par bénéficier d'une productivité plus élevée parce que chacun se spécialise dans les domaines qu'il maîtrise le mieux et qu'il suffit d'aller chercher ailleurs le produit bon marché pour lesquels on n'est pas aussi doué. Il est facile de dire que ce n'est qu'une question de prix, mais il faut garder à l'esprit que les prix sont en fin de compte le moteur de notre revenu réel. Vous faites partie de mon salaire. Si le prix augmente, mon salaire va baisser en termes
corrigé de l'inflation, le revenu réel diminue donc lorsque les prix augmentent. Cela compromet le pouvoir d'achat. Je ne vois donc pas de solution facile. Il faut reconnaître que le monde est en désordre en ce moment. Vous pouvez imaginer que si par exemple il y avait une industrie entière en Chine et qu'elle s'y trouvait complètement et que l'ensemble de ce qu'elle fabrique était moins cher de 1 $, cela prendrait tout son sens. Serait-il logique de subventionner les États-Unis à hauteur de 1,50 $, d'obtenir 100 000 emplois? Il y a certainement des scénarios dans lesquels il y a un point de basculement, mais je ne pense pas qu'un grand nombre de ces industries soient sur ce point. On a l'impression qu'il y a une différence assez fondamentale. Comme nous le voyons bien sûr avec les droits de douane, l'autre pays rend l'appareil et soudain les agriculteurs américains n'ont plus le vent en poupe parce qu'ils ne peuvent pas vendre sur le grand marché chinois. J'ai eu des conversations avec des entreprises canadiennes qui sont très concernées. Tout à coup, elles ont une réelle opportunité de vendre quelque chose à la Chine alors qu'elles n'étaient pas auparavant un concurrent à bas prix. Il y a donc toutes sortes de conséquences en cascade, mais je pense qu'il y a plus de pertes que de gains. Oui, c'est vrai, il y a tant de conséquences imprévues et en fin de compte, l'exécution de ce projet est un véritable défi pour n'importe qui d'ailleurs. Mais pour toute stratégie dans laquelle vous vous engagez, la stratégie est à hauteur elle-même de 10%, mais c'est l'exécution qui est de 90%. Jusqu'à présent, l'exécution a été pour le moins maladroite, ce qui a entraîné des perturbations sur les marchés. On ne peut qu'espérer que nous aurons plus de clarté et que nous continuerons sur une voie positive au lieu d'une voie négative en termes de croissance et d'absence de récession. Encore une fois, je tiens à souligner que si vous aimez écouter Eric, nous le recevons toutes les 2 semaines sur ce plateau. N'hésitez pas à vous abonner là où vous recevez votre balado. Nous sommes également sur YouTube. Vous pouvez nous voir. Je le dis toujours, les gens préfèrent nous écouter que de nous regarder, mais vous pouvez nous regarder si vous le souhaitez. Si vous nous aimez, vous vous abonnez sur YouTube. J'aimerais entendre vos commentaires et vos critiques. Nous retrouvons Eric dans quelques semaines pour faire le point sur ce qui se passe dans l'économie mondiale. Eric, merci beaucoup pour votre temps. Je sais que vous êtes toujours très occupé. C'est un grand plaisir. Au revoir à tous. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.